Eh bien, tout cela renvoie à la tendance actuelle de la politique israélienne, qui a permis à des extrémistes religieux d'entrer au gouvernement. Le sionisme religieux est représenté par une carte à la Knesset, accrochée au mur de la Knesset, ainsi que par certains écussons sur les uniformes de l'armée israélienne, qui montrent un grand Israël s'étendant du Nil à l'Euphrate, incluant la Syrie, le Liban, la Jordanie, des parties de l'Irak, du nord de l'Arabie saoudite et l'Égypte, à l'est du Nil. Et ici, bien sûr, il s'agit d'une supercherie religieuse. Car, eh bien, il y a plusieurs aspects qui prêtent à sourire. L'un d'eux est que les fondateurs d'Israël, les fondateurs sionistes d'Israël, ne croyaient pas en Dieu. Ils étaient athées. Et pourtant, ils fondaient leurs revendications sur le fait que Dieu avait donné à Israël le droit sur cette terre. Deuxièmement, bien sûr, si Dieu a vraiment fait cela, il l'a donné, ou peut-être elle, je ne sais pas, l'a donné à Abraham. Et Abraham est le père des Arabes aussi bien que des Israélites. Donc tout cela n'est que supercherie religieuse et totalement fallacieux. Mais ce groupe est aux commandes. Écoutez Bezalel Smotrich ou Ben Gvir, et vous entendrez des ambitions d'annexer pratiquement tout ce qui se trouve à la périphérie d'Israël, bien sûr. Et puis, évidemment, nous avons vu une offensive israélienne visant à exterminer les Palestiniens à Gaza. Et maintenant, aidé et encouragé, je suis désolé de le dire, par mon propre pays. Israël, vous venez parfois de Chicago en tout cas. Et à Chicago, il y a des abattoirs dans lesquels on parque le bétail, les animaux, pour l'abattage. Et les stations d'alimentation qui ont été installées à Gaza par une fondation conjointe américano-israélienne sont conçues exactement de la même manière. Et le résultat est le même. Les gens sont dirigés vers ces enclos et ensuite ils sont tués par des snipers, de l'artillerie ou autres. Et bien sûr, ils ne reçoivent pas assez de nourriture pour nourrir leur famille. On nous dit maintenant que des enfants meurent non seulement de faim, mais aussi de soif à Gaza. Donc tout cela, cette guerre d'ailleurs, sert de formidable couverture à ces cruautés incroyables. Bref, je dirais simplement que les ambitions d'Israël sont effectivement la sécurité absolue. Et comme je l'ai dit, cela apporte une insécurité absolue à tous ceux qui sont à portée. Vous avez tout à fait raison de dire que les Arabes n'ont pris aucune mesure concrète. Lors de la visite de M. Trump à Riyad et aux Émirats arabes unis, toute discussion sur la question palestinienne s'est déroulée hors caméra, en privé, et l'ensemble de la visite a été consacré à la célébration des possibilités de réaménagement immobilier sur la Riviera, ce que j'appelle Auschwitz sur la Méditerranée, que M. Trump a soutenu. Ce n'est pas nouveau. Les dirigeants arabes ont toujours dû trouver un équilibre entre l'intérêt populaire largement répandu, plus qu'une simple antipathie, une haine de ce que font les Israéliens, une opposition sérieuse à leurs actions et leurs propres intérêts en tant que dirigeants. Et ils ont généralement réussi à réprimer les manifestations populaires et à garder le contrôle malgré l'opposition de leur peuple à leur politique. Le Conseil de coopération du Golfe, pour répondre à la dernière partie de votre question, quelles sont les réactions face à la souffrance de l'Iran sous cette attaque? Les positions varient énormément. Je veux dire, je pense que le seul pays arabe qui soutient vraiment ce que fait Israël et l'approuve est la Syrie, où Al-Assad, le président, considère l'Iran comme l'ennemi principal depuis longtemps et semble apparemment satisfait de voir l'Iran, comme vous l'avez dit, être amené à une taille plus modeste. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Mohammed Ben Salman, le prince héritier et chef de facto de l'Arabie saoudite, vient d'appeler le président Moudiar Jotishman à Téhéran et a exprimé non seulement sa condamnation d'Israël et de ses actions, mais a aussi affirmé parler au nom de l'ensemble du monde islamique pour exprimer sa solidarité avec l'Iran. C'est donc intéressant, car cela dépasse le clivage sunnite-chiite.
It bridges the Sunni-Shia divide. And I must say, inside Iran itself, Et je dois dire qu'à l'intérieur même de l'Iran, on observe un déplacement des dynamiques politiques qui s'éloignent de l'accent mis sur la théorie du gouvernement théocratique pour aller vers un nationalisme plus conventionnel, dans lequel l'armée joue un rôle plus important que celui des gardiens de la révolution islamique. Loin de diviser les Iraniens, l'attaque contre l'Iran semble au contraire les avoir unis. Le niveau de haine envers Israël n'a jamais été aussi intense qu'aujourd'hui, et la déception ainsi que le sentiment de trahison vis-à-vis des États-Unis n'ont jamais été aussi forts. Nous sommes donc dans une situation où des phénomènes étranges se produisent à cause de la guerre de désinformation que j'ai évoquée plus tôt, de la déformation des réalités, comme l'affirmation selon laquelle l'Iran serait au bord de l'effondrement, tout comme la Russie était censée l'être au premier stade de la guerre Russie-Ukraine, et qui serait donc soumis à une pression énorme pour capituler. Therefore, it's under tremendous pressure to capitulate. We just saw a meeting in Geneva between the descendants. Nous venons d'assister à une réunion à Genève entre les descendants des croisés, les Britanniques, les Français et les Allemands, et l'Iran, au cours de laquelle ils ont fait pression sur l'Iran pour qu'il capitule et ont été fermement rejetés par Al-Aqsi, le ministre iranien des Affaires étrangères. Et je pense que la vraie question est, pourquoi les Européens sont-ils allés parler à l'Iran? Ce n'est pas l'Iran qui a commencé la guerre, c'est Israël. C'est à Israël de mettre fin à la guerre. L'Iran a déclaré que dès qu'Israël cesserait de lui tirer dessus, de détruire des vies, d'assassiner des personnes et de commettre les agressions qu'il a commises, l'Iran répondrait en mettant fin à ses attaques contre Israël. Il est donc clair que l'élément perturbateur, c'est Israël, pas l'Iran. Ursula von der Leyen, la représentante de l'Union européenne lors de la réunion du G7 ou du G6+1, je suppose, au Canada, en Alberta, a affirmé que la source de l'instabilité en Asie de l'Ouest était l'Iran. Mais cela est manifestement faux, et tout le monde le sait. Alors, à quel jeu jouent les Européens ici? Ils jouent un jeu sioniste. Et je reviens au fait que M. Trump, qui selon moi voulait sincèrement résoudre ce problème pacifiquement, se retrouve pris entre les sionistes et sa propre base, qui s'oppose à une guerre. Les derniers sondages aux États-Unis montrent, selon celui que l'on consulte, que seulement 16% ou 19% des Américains sont favorables à rejoindre Israël dans cette guerre. Et de larges majorités de démocrates et d'indépendants, et même de républicains dans une moindre mesure, y sont opposés. Et pourtant, les donateurs de M. Trump et M. Netanyahou, qui semblent avoir infiltré l'esprit de M. Trump avec des renseignements fabriqués qui contredisent ceux de la CIA et de tous les autres, il suit les directives d'Israël. Nous sommes donc face à une anomalie, et c'est une situation profondément humiliante pour moi en tant qu'Américain. Non seulement les États-Unis suivent des politiques étrangères dictées par un pays étranger et acceptent des renseignements fournis par ce pays étranger, des renseignements fabriqués qui servent les intérêts de ce pays, plutôt que de s'appuyer sur leur propre appareil de renseignement. Mais nous imposons en réalité la censure à notre population au nom d'un pays étranger. Nous expulsons des personnes au nom d'un pays étranger. Nous attaquons nos propres universités au nom d'un pays étranger. C'est remarquable. Et je pense que la base électorale de M. Trump commence à comprendre ce qui se passe et commence à réagir. Eh bien, c'est la même chose que si vous me demandiez quelle influence Washington a sur Israël. Ces États disposent d'un levier et d'une influence énorme. La question n'est pas de savoir s'ils ont cette influence. La question est de savoir s'ils choisissent de l'utiliser. Et ce que nous avons constaté de manière constante au cours des 18 derniers mois, c'est qu'ils sont investis dans leurs relations bilatérales avec Washington et ne sont pas prêts à utiliser l'influence qu'ils pourraient exercer à Washington au nom de, disons,
questions régionales, en l'occurrence, mettre fin au génocide en Palestine. Maintenant, pour répondre à la première partie de votre question, oui, ces États aimeraient vraiment voir un changement de régime en Iran. These states would dearly like to see regime change in Iran. They would love to see the Houthis removed from power. Ils aimeraient voir les Houthis être écartés du pouvoir au Yémen, mais ils restent réalistes. Ils ont constaté les limites de la puissance militaire américaine et israélienne. Et même s'ils ont pu soutenir ces efforts au départ, ils en sont venus à la conclusion qu'ils n'aboutiront pas et que, s'ils se poursuivent, ils représenteront de véritables menaces pour eux-mêmes. Par exemple, on pourrait imaginer une situation où les cessez-le-feu existants entre les différentes parties au Yémen, et par conséquent entre les Houthis, les Saoudiens et les Émiratis, pourraient s'effondrer et des missiles recommenceraient à s'abattre sur le territoire saoudien et émirati, ce que ces États souhaitent absolument éviter. Il y a cependant un problème. Depuis 18 mois, nous avons vu les gouvernements arabes, individuellement et collectivement, jouer le rôle, assumer le rôle, de spectateurs inertes pendant qu'Israël commet un génocide contre le peuple palestinien et massacre les Palestiniens sur leur propre terre. Cela a quelque peu changé en février de cette année, lorsque Trump a proposé son projet insensé de Gaza Riviera. Car soudainement, Trump ne se contentait plus, comme Biden avant lui, de soutenir Israël dans le massacre des Palestiniens dans la bande de Gaza et dans une moindre mesure en Cisjordanie, mais il approuvait une proposition visant à expulser de force toute la population de la bande de Gaza, et par extension, celle de la Cisjordanie également, vers le monde arabe. Cela constitue une menace directe pour la sécurité nationale des États arabes. Cela constitue une menace directe pour la stabilité intérieure de ces régimes arabes. Cela représente une menace directe pour la légitimité résiduelle qu'il reste à ses dirigeants et à ses gouvernements. Et puis, tout à coup, on les a vus se lever d'une seule voix, publiquement, unanimement et de manière assez véhémente, pour repousser et rejeter cette proposition. Ils ont donc un levier considérable. Vous savez, en 1973, par exemple, il y a eu l'embargo sur le pétrole. Ils disposent également d'un levier dans le cadre de leurs relations bilatérales avec Israël en ce qui concerne les relations diplomatiques et les traités de paix qu'ils ont. Mais, pour diverses raisons, ils ont donné la priorité au maintien de leurs relations bilatérales, d'abord et avant tout avec Washington et ensuite avec Israël, plutôt qu'à toute forme de pression sur Israël ou les États-Unis pour mettre fin à cette campagne militaire génocidaire. To end this genocidal military campaign.